Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Facebook Live où on va vous parler d'Islande, la destination chouchou, tendance, on peut dire ça, n'est-ce pas Les Jennifer? dernières années, là, Oui. c'est vraiment la popularité. Oui. Je suis avec Jennifer Doré-Dallas, qui est l'auteur de notre super guide Explorer en double, Explorer Reykjavik et l'Islande, qui est paru depuis quoi, une bonne année et demie? Oui, une année et demie. Et qui a déjà une nouvelle édition en préparation, si je ne m'abuse. Oui, exactement. On va travailler là-dessus à l'automne. C'est ça, donc en vue de l'année prochaine. Alors pour ceux qui y vont dans les prochains mois, c'est ce beau petit guide qu'il vous faut. Veux-tu nous le décrire un petit peu, Jennifer, Oui. dans un premier temps? Ouais. Ben, c'est une version explorée, donc vous connaissez peut-être les formats, les plus petits formats de poche de chez Ulysse, comme les escales et les explorés. Et il y a plusieurs sections. Donc il y a la première section, qui est toujours le fun à regarder en librairie, qui est le meilleur d'eux. Donc c'est vraiment des petits tops, des top 5, des top 10 d'endroits à visiter, les meilleurs endroits. Vous voyez que j'ai annoté mon guide avec tout ce que je veux vous parler pendant le live, mais on a vraiment des suggestions, les repères historiques. Puis ensuite, on passe à la section découvrir, qui est un peu le cœur du guide, qui est vraiment le plus... toute l'information avec les attraits, les adresses, les endroits, les heures d'ouverture et compagnie. Ça, c'est la plus grosse partie du guide. Puis ensuite, on a le pratique, qui est vraiment l'information sur comment se rendre, tout ce qu'on se pose comme question, là, on se déplace comment, louer une auto, les événements, les festivals, les questions de santé, l'électricité, toutes les petites questions pratiques. Fait que c'est tout à la fin de ça. Et on a aussi les cartes. Donc, il y a la carte vraiment plus de Reykjavik centrale. On a les cartes du pays. On a de l'autre côté une autre carte que je ne vais pas vous étourdir avec mes cartes, mais avec tous les attraits dessus aussi. Puis chaque chapitre du guide, il y en a 7, a une carte différente aussi. Bon. Je ne vais pas te déranger. Oui. Bon, donc, comme vous voyez, c'est comme une petite Bible, hein, avec plein d'informations rassemblées, condensées pour vous permettre de rien manquer et de profiter au mieux de votre séjour. On va en faire tirer un exemplaire à la fin de ce live, donc dans 30 minutes environ. Pour pouvoir être admissible à ce tirage, il faut nous poser des questions. C'est l'occasion. Jennifer est allée sur le terrain, elle s'est promenée pas mal partout sur le territoire. Oui, elle fait vraiment le tour. Et puis, donc, elle va pouvoir nous dire comment elle l'a fait, avec quel moyen de transport, où elle a dormi, parler du budget, comment elle a économisé, parler de les beaux coins, les spots à voir incontournables. Donc, vraiment, posez vos questions. Puis, c'est parmi ceux qui auront commenté ou posé une question qu'on va faire un gagnant ou une gagnante à la fin du live. On a commencé en disant que l'Islande, c'était une destination super hot et tendance. Pourquoi donc c'est si populaire depuis quelques années, l'Islande? Ben, ça a commencé parce que l'Islande a vécu un gros crash financier, les banques ont perdu beaucoup de sous, puis ça a créé vraiment un gros problème. Là. Les gens ne savaient plus de quoi subvenir à leurs besoins. Puis le gouvernement, pour remédier à ça, a décidé de se mettre du côté tourisme. Fait qu'il a dit, on va mettre de l'argent dans le tourisme, on va faire venir les touristes, ça va nous aider, on a un petit pays. Et ça a marché, mais ça a trop marché, ou presque. Tout le monde est venu en même temps dans les dernières années, là, la grosse folie. Donc vraiment maintenant l'Islande c'est la pêche et le tourisme, mais le tourisme pour la première fois a dépassé la pêche dans les revenus là, ces 2 dernières années. Fait que c'est quand même une grosse industrie qui s'est développée. Puis je dirais, on parlera un peu après du côté peut-être de voyageurs responsables en Islande plus tard, mais ça s'est calmé cette dernière année. Mais calmé pour l'Islande, c'est quand même très populaire. Fait que moi, je vous conseille d'y aller peut-être en dehors des grandes saisons. La grosse saison, c'est juin, juillet, août. Je dirais plus juillet, août, puis ensuite, juin et septembre, ça a commencé à être de plus en plus populaire. La plupart des attraits estivaux ferment 15 octobre maintenant. Là. Parce qu'il faut dire, hein, comme c'est vraiment au nord, ben, l'été, c'est des très longues journées, hein, c'est ça? Ça peut être quoi, des journées de combien d'heures? Ben, de 22 heures. Là. 22 heures de luminosité. Ouais. Quand j'étais là en fin juin, début juillet, on avait vraiment la lumière perpétuelle. Là. Il y a à peine une noirceur pendant 2 heures. Mais c'est même pas de la noirceur, là. C'est juste comme si le soleil se couchait en permanence. Puis, mais par contre, c'est le fun pour un touriste. Moi, j'ai adoré ça parce que si t'es pas fatigué, tu continues à visiter. Je veux dire, ok, le musée est fermé, mais les attraits, les chutes, c'est super nature, l'Islande. Fait que t'as vraiment... Tout est ouvert tout le temps, là. C'est pas ajusté, c'est pas ouvert justement plus tard. Comme il fait clair, il aurait pu prolonger les heures d'été, ça doit être
Ben, à Reykjavik, oui. Ouais, Tu sais, ça en marche. été, ça bouge plus, les bars sont plus ouverts, les restos Ouais. sont plus ouverts, mais dans les attraits nature, tu sais, dans le Ça- fond, il n'y a ça- pas d'entrée, là. Fait Ok. qu'on y va, puis bon, certains sont fermés, là, mais je veux dire, Ouais. moi, ce que j'ai aimé, c'est que t'es libre de te balader, Ah tu sais, oui. 20 heures dans la journée, si t'as envie, là, puis t'es pas fatigué, tu dors pas. Tu sais, tu vas te coucher quand... C'est fou quand même. Parce que, je regardais, c'est ça, 332 000, on va peut-être un peu plus, là. Il y a dû y avoir quelques. En tout cas, ça tourne autour de ça, la population. Puis c'est quoi, plus qu'1 million certainement de visiteurs? Oui, je sais pas c'est quoi les nouveaux mais- chiffres de Ouais. 2018, là, mais il y avait un taux d'occupation de 325%. Ça y est, Quand ça a c'est- commencé le boom, là, il y a 2 ans, là, Oh là là. avec 325% d'occupation, c'est beaucoup de monde. Là, c'est un peu moins, là, ils sont comme à 160, les derniers chiffres que j'ai vus, fait que c'est un peu moins pire. là. Puis comment ça se reflète sur le terrain? Est-ce qu'on se sent justement peut-être en haute saison un peu pris dans des troupeaux de Ben non, c'est touristes, ça ou qui tellement- c'est ça qui est vaste, là. étonnant. Ouais. Il y a beaucoup de monde, mais c'est vaste puis c'est naturel. Fait que tu peux facilement être seul au monde en Islande. C'est vraiment chouette. Moi, ce que j'ai trouvé plaisant, c'est que tu sais, tu fais 1 kilomètre, il n'y a plus personne. Mm. C'est sûr que dans les gros attraits, surtout au sud, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent comme 4-5 jours en Islande vont en faire le sud principalement. Mhm. C'est beaucoup plus plein. Ouais, c'est un peu flou, mais bon, c'est le. Ouais. Ben, c'est les attraits là, tu sais, les plus connus comme Vik et la plage de sable noir. On a la lagune glaciaire de Jökulsárlón, qui, tu sais, c'est tout. Dans Ici, le vraiment, sud. c'est la partie la plus populaire Mm. avec le cercle d'or. Ça, c'est relativement plein. Il y a des autobus de touristes, tu sais, dans la haute saison. Mais quand on commence à faire le tour, ici, là, dans les fjords de l'Ouest, il n'y a pas un chat. Ah ouais. C'est vraiment, c'est la paix. On rentre un peu dans les petits sentiers. Là, si on quitte la route 1, qui est la route circulaire, on est seul. Là. Parce que la route 1, c'est la seule route qui fait le tour. C'est complet. l'autoroute, là. Ouais. Mais c'est pas une autoroute, là, mais Ok. c'est 2 voies, des fois un peu plus. Mais c'est la grande route pavée qui fait vraiment le tour. On la voit sur la carte, là. Elle Ouais. fait vraiment tout le tour. Ok. Puis à partir de ça, on fait des petits circuits où on quitte la grande route. Mais c'est quand même des routes pavées là, pour beaucoup. Puis on va vers les boucles, justement, les boucles du Nord ou les fjords de l'Ouest, c'est des routes plus de terre, de gravel, mais c'est superbe les paysages. Moi, c'est mon coup de cœur en Islande, là, c'est vraiment les fjords de l'Ouest. Les fjords de l'Ouest. Puis tu dirais quoi? Quelqu'un qui a peut-être quelques jours, une semaine, tu restes dans le sud ou tu as quand même le temps d'aller te promener? Tu sais, Pour si- quelques jours, je ferais peut-être le cercle d'or avec Geyser, tu sais, si c'est ce que vous aimez, et soit la péninsule de Snæfellsnes, qui est ici, Mhm. ou bien le sud. Tu sais, ça, c'est en quelques jours, là, on n'a pas le temps de faire bien plus que ça. Mhm. Par contre, pour une semaine, tu sais, on peut étendre peut-être au Fjord de l'Est ou bien monter plus vers Akureyri, qui est la 2e plus grande ville du pays. Mais sinon, ça prend, je dirais, un minimum 2 semaines pour faire un bon tour, Ouais, tu sais, intelligent. Puis en 3 semaines, on va pouvoir sortir, tu sais, vraiment tout faire. Là. Ok. Aller dans les petites routes, les villages les plus connus. Toi, tu avais fait un bon 3 semaines. 3 semaines. Ouais, mais moi, j'étais là pour travailler aussi. Oui, fait que oui. c'est sûr qu'il y avait le côté Tu prenais le intensif, temps. là. Mais en 3 semaines, j'ai fait un mois, en fait, mais je suis restée une semaine à Reykjavik. Fait que c'est sûr que je recommande pas une semaine à Reykjavik pour ceux qui mettent pas à jour un guide, là. J'allais te poser la question, combien de temps? Au moins 2 jours. 2 jours. Mais je dirais 2 nuits, 3 jours, idéalement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ouais. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de découvertes. J'irais quand même. Mais j'aime les villes. Tu sais, quelqu'un qui est plus nature, ben, dormir à Reykjavik, tu sais, avant de prendre votre avion, puis Ok. tranquille, là. Puis passer plus de temps en randonnée ou à voir la nature. Mais sinon, moi, j'ai vraiment adoré Reykjavik. Ouais, c'est bon, ça va. Faut dire, hein, Jennifer ne l'a pas mentionné, mais elle a un portail. On va avoir une question après, on va y répondre tout de suite. Je vais juste mentionner le portail moi-mes-souliers.org, puis il y a plein d'articles super pertinents sur l'Islande que Jennifer a rédigé à son retour, puis à la suite, je pense, de la rédaction Oui, de ce guide-là, ou en même temps. Donc, tout plein de suggestions qui vont bien compléter ce Des qu'on dit. budgets aussi pour vous donner une meilleure idée. Budget, quoi voir, c'est ça, en 3 Ouais, semaines. apporter ou, dans les bagages. Les plein. incontournables, Reykjavik, justement. Puis Donc, juste, l'Islande par la Ring Road, qui est la route 1. ouais. La route circulaire, si vous voulez, tu sais, vous avez juste le temps de faire ça sur la route, qu'est-ce qu'on voit. Donc, il y a plein de suggestions. Fait que moi-mes-souliers.org. On a une question. Plusieurs questions. Oui, plusieurs, super. On se demande comment s'habiller quand on y va l'été, quelles sont les températures, tout ça. Ok, Comment s'habiller en été? Fait du Plure chaud? d'oignon. Ah, plus C'est de- vraiment la plure d'oignon parce que l'Islande, je sais pas si vous êtes familier tu sais, avec la Gaspésie ou le Bas-Saint-Laurent ou les îles de la Madeleine, c'est le même style. C'est qu'en 2 minutes, il peut tu sais, mouiller un petit peu.
2 secondes après, il fait soleil, on enlève, on est en t-shirt. L'été, c'est la période la plus chaude, évidemment, mais si le chaud de l'Islande, c'est peut-être du 20, 25, puis encore, il y a beaucoup de vent. Fait que je dirais, t-shirt avec une petite veste légère d'été, un imperméable, multicouche, puis un polar pour les randos peut-être plus en altitude un petit peu quand on monte, des fois il fait plus froid, ou très tôt le matin il fait plus froid aussi, tard le soir. Si vous dormez en camper van, pensez vous amener peut-être, au lieu d'un pyjama, moi je mettais mes leggings puis mon chandail sous couche que je mets l'hiver pour jouer dehors. Je mettais juste ça, comme pyjama dans mon sleeping bag, puis j'étais super bien, puis on n'avait pas de chauffage dans le camper van. Toi, t'es allé à quelle période? Fin juin, début juillet. Fin juin. Ouais. Okay. Fait que c'était chaud, mais c'était pas encore chaud. Okay. Mais je vous dirais quand même d'apporter des bons souliers fermés. Là. Les gougounes, ça va être plus pour les douches publiques ou les bains publics. C'est pas là où vous allez porter vos petites shorts et vos camisoles tant que ça. Il faut être quand même bien habillé. Mais il y a des périodes où il fait très chaud, ça varie d'année en année comme n'importe où. OK. Il faut prévoir tout ce qu'il faut. Peut-être vaut mieux prendre un bagage en soute si vous voyagez avec Wow dans ce cas-là, ou avec d'autres compagnies où il faut payer oui, c'est ça. à la pièce. J'espère que ça répond à votre question. On en a d'autres. On se demande si tu voyages principalement en groupe ou si c'est mieux de voyager seul, suivre les autobus. En solo ou en groupe? Personnellement, j'adore le voyage en solo. Puis l'Islande, c'est une des destinations les plus sécuritaires que j'ai jamais vécues sur. J'ai fait plein de pays, puis je suis jamais sentie aussi en sécurité qu'en Islande. On peut faire du pouce facilement, je me sentirais à l'aise d'en faire, puis ailleurs, non. C'est vraiment un endroit facile que vous soyez femme seule ou quelqu'un en solo pour pouvoir faire des activités. Là, vous allez trouver des gens qui veulent en faire avec vous. Puis sinon, c'est sûr que le désavantage du solo, c'est le financier. Comme l'Islande, c'est une destination chère, ben quand on arrive seul, on se partage pas l'auto, on se partage pas le camper van, on partage pas la chambre d'hôtel. C'est le seul désavantage du solo, mais sinon, c'est génial. Le solo, on veut dire aussi de façon autonome, dans le fond, de ne pas être en groupe. Oui, c'est ça. Ben, groupe organisé, excusez-moi, je pense toujours solo. Toute seule, groupe organisé, pourquoi pas? Je pense que c'est une bonne façon si vous voulez pas nécessairement conduire ou vous voulez pas être responsable de l'itinéraire, vous allez voir beaucoup plus de choses en très peu de temps. Fait que si vous avez moins de temps, un voyage organisé peut être vraiment une bonne idée. Mais indépendant, c'est facile, c'est très très facile. Puis je veux dire, vous ne pouvez pas vous perdre en Islande. Là. C'est vraiment... il y a une route avec des petits chemins de traverse, là, mais tu sais, on... Non, il y a vraiment... Puis toi, tu as loué un camper, ça? Est-ce que ça se fait... c'est quelque chose de commun, tu sais? C'est très... Oui, il y a plusieurs compagnies... les principaux, c'est Go Camper, Coucou Camper, il y en a plein, le Camper Van Iceland, puis on loue ça, il y en a des très petits où il y a juste assez de place pour dormir à deux, puis il y en a des très très gros avec la table, tu sais, la cuisson, le lavabo. Puis est-ce qu'il faut aller dans des emplacements précis ou on peut se garer et dormir où on veut? C'est controversé comme réponse, c'est-à-dire que à la base, à l'époque, tu sais, la loi de l'Islande prévoit que tu as le droit de camper sur tous les terrains qui ne sont pas des terrains privés. Fait que les terres, ce qu'on nous on appelle les terres de la couronne, là, on a le droit. Par contre, avec l'afflux de touristes, ils ont changé la réglementation pour demander aux gens d'aller absolument dans des campings ou des terrains aménagés pour ça. Fait qu'on peut plus nécessairement s'arrêter en bord de route comme avant. Puis je pense que ça se comprend parce que les gens vont, ils préparent à manger, ils laissent des déchets, ils vont à la salle de bain, ils laissent des déchets. Fait que c'est quand même... Vaut mieux aller dans les terrains de camping. Il y a des passes aussi pour avoir des rabais là-dessus. Il y en a pas mal? Oui, il y en a beaucoup de terrains de camping. C'est vrai, il y en a partout. Là. Vous pouvez dormir chaque nuit sans stresser, vous allez en trouver un. Puis, une chose à penser, c'est que vous pouvez aussi demander aux gens de dormir chez eux. Il faut juste avoir la permission pour dormir sur un terrain privé. Fait, si vous voulez vous arrêter quelque part, vous trouvez ça beau, ben, si vous a donné à parler avec le propriétaire, vous pouvez lui demander si c'est correct de dormir là. Est-ce que de façon générale, les Islandais sont sympathiques à la venue de tous ces visiteurs-là ou ça commence à... C'est des gens très, très sympathiques, mais je dirais qu'on le voit
qui ont eu un afflux massif quand même. Fait que, tu sais, juste de respecter, tu sais, quand on respecte leur terrain, on respecte leur espace, qu'on s'en va pas chasser leurs moutons pour prendre des photos ou leurs chevaux sauvages. Elles sont pas sauvages, juste qu'il y a parfois quelqu'un, mais le type, je sais pas comment on décrit ce cheval-là. Ben oui, c'est semi-sauvage. Il y en a des sauvages, là. Mais tu sais, on respecte leur univers, ils sont super sympathiques quand on arrive dans des restaurants, dans des endroits, ils sont gentils. Mais bon, je pense qu'on ressent quand même qu'un afflux, c'est un peu comme quand on va à Paris ou ailleurs, tu sais, quand il y a beaucoup de touristes, on n'a pas le même accueil qu'en basse saison. C'est pour ça que moi, je recommande vraiment la basse saison. Puis donc, camper dans une tente, ça se fait, il n'y a pas trop de vent, c'est pas trop froid, en tout cas, t'as pas besoin d'être un voyageur extrême plein air, non. Mais souvent, les campings sont faits comme en flanc de colline, tu sais, où on est un peu caché du vent, fait qu'ils sont habitués, mais il faut être bien équipé, là, tu sais. Faut qu'on soit des campeurs. Un bagage en soute. Avec le matériel. C'est une genre de bagage. Glamping, c'est ça, glamping en Islande. J'espère que ça répond à votre question. En solo, autonome, ça a l'air de se faire relativement bien. Donc, et pour les groupes, j'imagine qu'on peut réserver d'ici ou même de là-bas. Il doit y avoir des excursions aussi. Oui, puis idéalement, réservez vraiment votre hébergement d'avance parce que ça se remplit vite. Surtout si vous êtes comme en juin et septembre, ça se remplit très, très vite. Fait que réservez dès que vous savez vos dates le plus possible. Mais en campervan, on peut être un petit peu plus flexible parce qu'il y a des campings qui... C'est premier arrivé, premier servi. Fait que vous ne pouvez pas réserver votre emplacement. OK. Bon, alors voilà pour le camping. On a une autre question. Une autre question. Est-ce que tu recommanderais de partir en décembre? Et si oui, la température, c'est comment? Et une deuxième question, côté argent, quelle est la devise et la coupure? Parfait. Est-ce que je recommande de partir en décembre? Oui, moi je recommande de partir n'importe quand en Islande. Il faut juste savoir qu'en décembre, avec la neige, c'est difficile de quitter la route 1. Il y a beaucoup de routes fermées, comme les fjords de l'Ouest, on peut difficilement accéder dès qu'il commence à neiger. Ça dépend des années. Des fois, en décembre, il y a beaucoup de neige. Des fois, il n'y a pas beaucoup de neige. Mais n'importe quand, je dirais hivernal, si vous avez vu des photos de l'Islande l'hiver, là, c'est magique. Fait que moi, j'irais sans problème. Il faut juste savoir que vous ne pourrez pas tout faire. Puis il fait noir, j'imagine. À l'inverse, c'est ça. C'est que là, les nuits sont longues. C'est vraiment l'inverse. Ça va faire quoi, des journées de 3-4 heures? Ben, c'est pas en... C'est dur. C'est plus comme un... C'est pas un noir comme ici, tu sais. C'est plus un noir d'hiver, tu sais, vers 4 heures quand il commence à faire noir. Fait que c'est sûr qu'on a beaucoup moins de temps pour visiter, il fait plus froid, les attraits sont fermés. Fait que c'est pas optimal au point de vue touristique, mais par contre, il n'y a personne, on a un contact vraiment avec les gens, les paysages hivernaux sont magnifiques. Fait que moi, je le recommande, mais bon, il faut savoir dans quoi on s'en va. On voit souvent des photos avec des superbes aurores boréales. C'est à partir du mois d'août. Non, c'est plus à partir du mois d'août. C'est les mêmes saisons qu'au Québec, là. Fait que mais je dirais plus septembre, octobre, qu'il fait plus noir la nuit, qu'on peut mieux les voir. C'est vraiment une bonne destination pour ça. Ça a l'air beau. On a une deuxième question. Peux-tu nous la rappeler, Christopher? Oui, au niveau de l'argent. L'argent, oui. C'est des couronnes islandaises. Les couronnes islandaises fonctionnent à peu près avec les mêmes dénominations que l'euro. On a des petites coupures, il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, souciez-vous pas trop de l'argent comptant. En Islande, tout le monde paye avec la carte. Fait qu'assurez-vous d'aviser votre banque et votre carte de crédit que vous allez en Islande, puis payez toujours comme avec la carte si vous ne voulez pas avoir à traîner des sous ou à vous inquiéter des coupures. D'ailleurs, si vous voulez mettre de l'essence, vous n'avez pas le choix de payer avec une carte. Fait que moi, j'ai retiré de l'argent, évidemment, pour en avoir sur moi, mais j'ai presque tout payé avec les cartes, parce que eux, là-bas, même pour 25 sous, ils payent avec une carte de crédit. Fait qu'ils n'ont pas les mêmes regards ici que quand on essaie de payer quelque chose à 2 piastres, là. Le taux de change, ça ressemble à quoi par rapport à peut-être au dollar canadien ou à l'euro? En toute franchise, j'ai pas regardé aujourd'hui. Là, c'est sûr qu'au moment où moi j'y étais, c'était presque... C'était comme du 10 000, je pense, pour un. Mais je préfère comme... j'irai le mettre dans les réponses. C'est avantageux, c'est pas pour un voyageur? Parce que le coût de la vie... Non, c'est pas avantageux. Non, ça, c'est sûr, on est perdant à 100%. C'est cher, c'est ce qu'on entend. Hein, c'est très cher. Mais il y a moyen de réduire. C'est sûr que manger, c'est très cher. T'sais, un assiette de burger, c'est 30$ canadiens. Mais on peut faire l'épicerie, on peut se faire à manger, on peut manger des hot dogs, c'est con, hein, mais le plat national de l'Islande, c'est les hot dogs ou presque. Il y en a partout. Fait qu'on peut facilement prendre un hot dog dans une station-service, rapido, pas cher. Il y a vraiment... il y avait une question aussi par rapport à manger. Là, fait que pour manger, on mange de tout. Il y a vraiment
c'est pas américanisé avec le McDo, là. Mais je veux dire, c'est... on trouve de la pizza, on trouve des pâtes, on trouve de tout, mais la nourriture islandaise est beaucoup constituée des produits de la mer, parce que, bon, la pêche est importante. Et vous allez retrouver beaucoup de poissons, vous allez retrouver aussi un peu des bouillis à la québécoise, là, vraiment, tu sais, des froids, des ragoûts hivernaux, là. La bouffe pour les pays hivernaux, avec la viande, tu sais, le mouton, évidemment. Il y a plus de moutons que d'Islandais en Islande. Fait que c'est sûr qu'on mange beaucoup, beaucoup de viande aussi. C'est très carnivore. C'est facile pour un végétarien, par exemple. Il faut juste savoir qu'il n'y a pas une grande variété de légumes. Okay. Il y en a à l'épicerie de disponibles, mais tu sais, c'est... on a comme... Tu sais, une tomate ici va coûter, je sais pas moi, $1. Là-bas, elle va coûter 3. T'sais. Fait que on fait pas des grosses salades. Puis dans les restaurants, tu sais, les salades sont aussi chères que les burgers. Fait qu'il faut juste être conscient de ça. Mais c'est facile de manger équilibré par rapport à ça pour la nourriture. Puis il y a beaucoup de crème glacée aussi. On s'étonne, mais il y a beaucoup de crème glacée, produits laitiers, fromage et tout, qu'on peut trouver chez les fermiers en cours d'eau. Ah, ça c'est bien. Je pense que oui, hein? On se demande si c'est facile de sortir des routes principales, si c'est pas dangereux. Si c'est dangereux ou facile de sortir des routes principales, ben, c'est pas dangereux, dans la mesure où on va dans les routes que notre véhicule peut. Tu sais, si on a une petite voiture de rien, puis on va dans des routes accidentées, c'est pas une très bonne idée à la base. Mais il faut juste suivre les panneaux. Il y a ce qu'on appelle les routes F, qui sont des routes interdites aux véhicules qui sont pas 4x4. Ah bon. Fait qu'avec n'importe quelle carte, justement, vous vendez chez Ulysse une excellente carte de l'Islande, là, qui est écrit toutes les routes F en librairie. Moi, c'est ce que j'adore ça. Elle est imperméable aussi pour les rafales de pluie à côté d'une cascade. C'est la ITMB, pour ceux qui se posent la question. Une carte jaune, si vous allez guideulysse.com, vous allez la retrouver en faisant carte Islande. Les cartes ITMB waterproof sont... c'est ça. Bon, mais moi, l'effet waterproof, là, c'est important en Islande. Parce que juste avec un coup de vent dans une chute, là, notre map est toute mouillée. En tout cas, histoire vécue. Puis, je dirais, les routes F sont toutes là-dessus. Fait qu'à partir du moment où on sait quelles sont les routes F, on sait où on a le droit d'aller. Il y a des contraventions pour ceux qui ne respectent pas ça. Respecter la signalisation, c'est facile. Je veux dire, les cartes ont les routes. Ils vont vous dire si c'est du gravier, si c'est des routes asphaltées. Fait que si vous suivez ça, il n'y a vraiment aucun problème. Puis assurez-vous juste, quand vous louez l'auto ou le camper-van, de savoir qu'est-ce qui est inclus dans vos assurances. Parce que les routes de gravier sont... Tu sais, la protection de gravier n'est pas toujours incluse d'office. Ah oui, très important ça. Pour avoir de mauvaises surprises. Une autre question. Le temps de vol entre Montréal et l'Islande, est-ce qu'il y a des vols directs? Les vols d'avion. Oui, bien les vols, ça a beaucoup changé ces dernières années aussi avec la venue de WOW Air, qui offre des vols directs Montréal, Reykjavik, plusieurs fois par jour en haute saison, sinon par semaine après. Il y a aussi Islander qui a le vol direct également, et maintenant Air Canada qui le fait aussi. Donc, les trois, c'est un 4h30 à peu près de vol, si je ne m'abuse. Puis, ce qui est agréable avec particulièrement Islander, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle un stopover gratuit en s'en allant vers l'Europe. Fait que, mettons que vous en allez en voyage à Paris, vous pouvez avoir jusqu'à 7 jours d'arrêt en Islande gratuitement sans que votre billet vous coûte plus cher. Fait que ça peut faire un petit 2 voyages en un si vous voulez passer quelques jours en Islande, c'est le fun aussi. Puis les billets, les prix varient énormément. Je veux dire, on a eu des 99$ à l'époque, il y a 2 ans, avec WOW Air. Maintenant, je dirais que ça peut commencer autour de 300, puis s'en aller jusqu'à 800 en haute saison. Mais il faut faire attention, comme tu disais, les bagages qu'il faut payer. Islander inclut les bagages, Air Canada aussi. Fait que quand on prend WOW Air, il faut juste calculer le prix après avoir ajouté les bagages et non comparer avant les prix. Il n'y a pas de vol de Québec, hein? Je pense que c'est au type de Montréal. Non, je pense pas. Pas encore. Mais je vais m'informer pour la nouvelle édition. Mais oui, on a une autre question. Oui. Qu'est-ce que tu as préféré visiter? C'est quoi l'incontournable? J'ai mis les petits papiers pour les incontournables, les attraits. Là, on rentre dans le... Ben, je vous ai parlé tantôt des Fjords de l'Ouest. J'ai vraiment adoré les Fjords de l'Ouest. C'est la partie là, sur la carte qui est un petit peu l'excroissance, comme je l'appelle. C'est sauvage. Ben, l'Islande, en général, est sauvage, mais il y a beaucoup moins d'attraits, des gros attraits touristiques. C'est plus des petites chutes, des petits endroits. C'est vraiment un endroit magique. Il y a beaucoup d'oiseaux, de macareux. On peut se promener aussi dans les petits villages de pêcheurs comme
Attendez, je vais vous montrer là, un peu le... C'est pas nécessairement celle-là, mais il y a des petits villages, on voit peut-être un peu moins bien, avec des petites maisons colorées de pêcheurs. C'est très calme, c'est très posé. Il y a des randonnées vraiment intéressantes à faire, peut-être plus longues, plus en autonomie, mettons, que dans les autres régions. À moins qu'on aille dans le centre du pays, là, à ce moment-là, on peut être en autonomie pendant 5 jours, 6 jours. On fait des petits Il y a vraiment parcours. pas de soucis. Ça, c'est vraiment mon favori des Pierre de l'Ouest. de l'Islande. Ok. Sinon, C'est beau, c'est beau. côté chute, là, Geneviève me demandait avant c'était quoi la chute préférée. On voit On tout le temps qu'il y a voit. plein de chutes en Islande. C'est quoi, là, les chutes? C'est quoi la Ton chute? top chute. Celle que je vous ai montrée, c'est Seljalandsfoss. Il faut quand même être capable de le prononcer. Retenez Mais retenez ça. c'est dans le sud. Ce qui est plaisant avec celle-là, c'est qu'on peut Sud. passer derrière. Ah Et oui. on a le rideau d'eau devant nous. Fait que ça, c'est très très beau. Ça fait des très belles photos. Ouais. Fait que vous pouvez regarder. Ça s'écrit Seljalandsfoss. Donc, au pire, si vous avez des questions, vous avez juste à les mettre. On ira répondre après. Mais ça a été vraiment, je dirais, la chute la plus belle selon moi qu'il ne faut pas manquer. Et la lagune glaciaire de Jökulsárlón. Ça aussi, c'est dans le sud. C'est des icebergs partout sur une plage de sable noir. oui, Moi, j'ai il y a trippé, beaucoup j'avais de jamais vu photos. ça, des icebergs. J'étais comme, ah, c'est donc bien cool. Fait que tu marches entre des bouts de glace millénaires qui viennent de se détacher du glacier. Puis on les voit comme s'en venir avec le Dériver. courant, dériver. Puis il y en a qui se font attraper par la plage. C'est à l'année, tu sais? C'est à l'année. Ben, ouais, c'est sûr qu'il y en ça- a, tu sais, il y a des saisons où ils sont plus gros, puis il y en a plus. Mais c'est Ouais. vraiment l'année, vous allez en voir des petits. Le glacier, il est là perpétuellement. Fait que Ça, toujours- c'est dans quel coin, la lagune de... C'est dans ce coin-là. OK. Ah, pas loin de Reykjavik. Ben, c'est à quelques heures quand même, là. Ouais, Ça a l'air petit, mais c'est quand même à quelques heures. On n'a pas dit, c'est ça, la route 1, tu sais, c'est combien de temps ça peut prendre? Tu sais, mettons 1 heure, on va pas faire 120 km/h, j'imagine? Non, c'est cette plus route-là, du, c'est je dirais c'est plus du 70, 70. 80, tu sais, mais c'est sûr qu'on s'arrête à toutes les 2 secondes. Ça, en c'est Islande, beau, là, prendre ouais. des photos, c'est beau. Fait que, tu sais, pour un 100 km, pensez à 2 ou 3 heures, parce que vous allez vous arrêter, tu sais, vous allez bifurquer, vous allez... Fait que ça prend quand même, c'est pour ça que je disais un 3 semaines, c'est l'idéal pour vraiment apprécier tous les petits arrêts. Là. Ça m'a fait penser en entendant les noms des endroits. Est-ce que les gens, ça parle anglais? Oui. Partout? Il n'y a pas de problème. Vous allez avoir un défi à prononcer tous les accents Oui. et les Oui, la caractères chute. spéciaux. Oui. Mais quand vous voyez fosse, c'est une chute. Tu sais, on prend vite le beat là, de justement des fins de mots Ok. où on sait si c'est une chute ou Ok. une... Mais tout le monde parle anglais, tu sais, ne serait-ce qu'un anglais seulement assez Ouais. pour se débrouiller. Puis dans les attraits touristiques, un parfait anglais. Là. OK. Puis même les menus dans les restaurants. Ça, dans l'anglais, OK. ouais. Donc, il y a moyen de se débrouiller. Ouais, Sans vraiment. problème. OK, super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Tu C'est... viens de répondre à Ah. combien de temps tu conseilles de partir. Parfait. Ouais. Ah, Est-ce qu'il y a des excursions en bateau? Des Ah. excursions en bateau. Oui, il y a des excursions en bateau. Dans le nord, il y a beaucoup d'excursions de baleines. Donc, vous pouvez Ah. aller voir, un peu comme on fait à Tadoussac ici au Québec, mais vous pouvez aller voir les baleines, on voit un peu moins, mais en tout cas. Vous pouvez aller voir ça, les macareux aussi, aller voir les îles. Vous pouvez prendre aussi dans le sud un traversier vers les îles Westman, qui sont tu sais, tout seuls, là. Mais c'est habité, puis on peut aller voir les macareux, la nature, les animaux. Donc, c'est des traversées en bateau qui se font aussi. On peut même prendre le bateau jusqu'en Scandinavie, tu sais, si vous voulez prendre un traversier pour vous rendre après en Europe. Sinon, il y a beaucoup de petites excursions là, de quelques heures ou d'une journée de pêche. Il y a même des tours qui vous emmènent là, pour goûter les fruits de mer frais, fraîchement pêchés sur un bateau. Des tours aux macareux, aux baleines. Il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez être sur l'eau facilement. Il y a du kayak aussi à certains endroits, mais il faut aller aux bons endroits là, parce que le courant est assez dangereux à certaines places. Fait que si on résume, c'est vraiment une place de grand air, de marche, d'observation, de la faune et de la flore. On disait quoi, 2-3 semaines, ça c'est pas mal l'idéal Ouais. pour faire le tour. On parlait tantôt, il y a beaucoup de monde, donc au niveau de l'éco-responsabilité des voyageurs, là, comment qu'est-ce que tu pourrais donner comme recommandation? Qu'est-ce que... Ben, c'est un sujet qui m'échappe parce qu'on le remarque vite en Islande qu'il y a des gens malheureusement qui respectent pas la faune et la flore, mais ça c'est pas juste, c'est pas juste en Islande. Juste penser que la mousse qui est sur les belles roches, on a envie d'aller se rouler dedans, on a envie de prendre des photos. Ah oui? Malheureusement, ça prend à peu près 150 ans à se régénérer avec un pas. Fait qu'on met un pas puis c'est fini.
Fait qu'avec les touristes qui passent pas toujours au même endroit, ça a tué des champs de lave, tu sais, recouverts de mousse. Je disais qu'il avait été un peu pris d'assaut par l'invasion touristique, là, je dis pas ça négativement, mais ils n'ont pas encore mis des plateformes de bois, des salles de bain, mais ça s'en vient, il y en a beaucoup depuis. Des salles de bain, fait que c'est pas si évident. Il y a des endroits où il n'y a pas de salle de bain, vous allez aller derrière un petit buisson, puis les buissons ne sont pas toujours hauts en Islande. Mettre dans vos bagages quelques rouleaux de... Oui, c'est ça, c'est vraiment essentiel, mais il y en a des toilettes, tu sais, il y a des restaurants, il y a des toilettes, il n'y a pas de souci, là, mais ils ne sont pas encore à 100% en termes d'infrastructure touristique. Ça se développe énormément. Mais justement, quand on passe sur la passerelle, ben ne pas passer à côté. S'il y a une passerelle, il y a une raison. S'il y a une affiche qui dit de ne pas piler sur le gazon, il y a une raison. De respecter ça aussi, de ramasser justement les petits pipis, ben on ramasse le papier, on met ça dans un sac. Ça a l'air un peu ridicule de parler de ça, parce que ça semble d'aller de soi, mais ça a été un gros problème en Islande, vraiment un souci. Là. Il y a même des gens qui ont mis des panneaux de ne pas faire caca là, sur leur terrain. C'est un peu triste parce que tout le monde s'arrêtait pour dormir au même endroit. Et ça créait un problème. Mais tu sais, là, on parle beaucoup du côté négatif. Là, si vous n'allez pas voir des trucs, de la pollution partout, c'est vraiment pas ça. Là. C'est juste d'être conscient de ça. Puis quand on fait une randonnée, ben, on s'amène un sac pour ramasser nos déchets. Puis c'est des bases du voyageur, à mon avis. Là. Mais en Islande, comme on est beaucoup nature et qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, ben, on le voit peut-être un peu plus. Peut-être des points qu'on n'a peut-être pas abordés. S'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas. Il reste quelques minutes encore, donc c'est le temps. Est-ce que c'est payant un peu? Est-ce que c'est payant? Non. Non. Mais en tout cas, peut-être que dans les derniers mois, ils en ont rajouté. Là. Je pourrais vous dire peut-être plus cet été, mais moi, quand j'étais, il n'y avait aucune toilette payante. Quand il y avait des toilettes, on pouvait les utiliser. De toute façon, les gens préfèrent ça que justement la pollution là, en nature, avec le papier et tout. C'est pas payant, mais c'est ça. Des fois, il faut être prêt à y aller en nature. Et tu semblais dire tantôt que les sites en soi n'étaient pas nécessairement payants, il n'y avait pas de frais d'entrée pour aller voir. Ça fait 3 ans maintenant que l'Islande parle d'instaurer une espèce de passe des parcs, là, un peu comme nous on a avec nos parcs nationaux. Ça n'a pas encore été fait. Il y a des sites maintenant qui sont payants, mais c'est très, très, tu sais, comme un cratère que tu vas aller voir. Fait qu'ils ont mis des barrières de sécurité, fait qu'ils font payer pour rentrer. Tu peux y aller juste à certaines heures, mais sinon une chute, ou tu sais, il n'y a pas de frais d'entrée encore. Ils vont éventuellement, je pense, le faire justement pour pouvoir les maintenir, pour pouvoir s'assurer que la prospérité, là, aussi, ça soit équitable pour les Islandais, parce que bon, les gens, on va voir la nature, tu sais, on contribue pas nécessairement, fait qu'on veut pouvoir revoir ces sites-là pour encore des dizaines d'années. Donc c'est important de les entretenir. Puis ça, le petit frais, il parlait d'un 80$ canadien pour l'entrée au site. Fait que c'est pas, tu sais, sur un voyage, c'est quand même pas si pire que ça. Parce que c'est pas nécessairement dans des parcs, c'est ça, protégé. Parcs nationaux, il n'y a pas... Dans le pays, c'est un parc national. Il y a des petites zones protégées, mais c'est pas comme ici, là, où c'est délimité complètement. C'est que c'est plus certains parcs où les sentiers de randonnée sont gardés, aménagés, où il y a vraiment un accueil dans un centre de visiteurs. Fait qu'il y a des centres de visiteurs qui vont expliquer, mais c'est pas... On peut randonner à plein d'autres endroits aussi qui ne sont pas dans les parcs. Super intéressant. Je me demandais, on a parlé du camping, mais est-ce qu'il y a quand même l'offre d'hébergement? Tu sais, quelqu'un qui voudrait aller plus en 4-5 étoiles, vas-tu trouver des trucs de degré... plus confortable, c'est ça. Il y a de tout. Il y a de tout partout. Vous allez vraiment, là, si vous voulez dormir en auberge de jeunesse, il y en a dans les dortoirs. Si vous voulez des petites pensions, des petits guest house, bed and breakfast, il y en a. Vous voulez des hôtels de luxe. Je veux dire, c'est quand même un peu... C'est la Scandinavie, l'Islande, fait que vous imaginez, le Ikea plus, là, en termes de déco, là, très, très propre, très épuré, comme en Scandinavie. Même l'auberge de jeunesse, il me semble, de Reykjavik, j'avais vu des photos. Vraiment super beau, il y en a super beau, là. C'est très beau le design, fait que même, tu sais, les auberges, les grands hôtels, c'est sublime, là, puis c'est en pleine nature, avec vue sur l'extérieur. Donc, il y a de tous les budgets aussi. C'est sûr que ça, c'est peut-être un petit peu moins dans le budget de tout le monde, les grands hôtels 5 étoiles, mais il y en a. Ils ont construit le premier 5 étoiles. Mais ça, il y a du 4 en masse partout. Il y a vraiment de tout pour l'hébergement. Vous pouvez aussi dormir dans des bulles. Ah oui. Ça s'appelle Bubble. Et c'est dans le Cercle d'Or. Donc, le Cercle d'Or qui est proche de Reykjavik.
tout près, fait qu'avec les petits, ben là. Ça doit être beau. Vous dormez dans une bulle, comme au Cap Jaseux, Oui, au c'est Québec. ça, au Québec. Une bulle transparente, puis là, on voit les étoiles. C'est peut-être un petit peu mieux Les la aurores nuit. boréales. En été, quand il fait clair, on dort peut-être un petit peu moins bien, mais oui, les aurores boréales, c'est ça doit sublime. être- Fait qu'il y a du glamping, il y a de l'hébergement Ouais. insolite, ça se développe énormément ces dernières années aussi. OK. Donc, on a pas mal abordé tout, franchement. Ah, ben peut-être juste, est-ce qu'il y a possibilité de se louer, dernière possibilité d'hébergement, de louer un appartement ou puis se faire de la bouffe, des petites maisons? Oui, mais il y en a. Il y a eu beaucoup de problèmes de logement à Reykjavik Reykjavik. à cause qu'il y avait comme trop d'Airbnb parce qu'avec l'afflux, tout le monde s'est mis à louer leur appartement oui, puis il n'y avait plus d'appartement libre comme à New York où on a eu cette controverse-là un petit peu partout. Oui. Fait que c'est un peu plus contrôlé, mais oui, il y a des Airbnb, il y a des appartements, il y a des gens aussi qui louent un peu des hôtels, appartements, là, des studios où on peut se cuisiner. Puis de toute façon, c'est facile de juste arrêter à l'épicerie et acheter un skir qui est comme le yogourt local avec du pain. Puis tu sais, on y va à mesure. On n'est pas obligé d'avoir nécessairement une cuisine pour aller à l'épicerie. Là, fait que ça se fait bien. Écoute, c'est vraiment intéressant. Ça donne envie, je sais pas vous, mais franchement. Y a-t-il d'autres choses que tu voulais nous communiquer, nous dire? Ben moi, je pourrais vous partager? parler 8 heures de temps sur l'Islande, là, surtout que là, je suis dans les recherches encore de nouveau pour y retourner, mais je vous dirais juste de... C'est accessible pour tout le monde, t'sais. On a peur avec le budget, on a peur... Tu sais, moi, je suis pas une randonneuse aguerrie, mais je vais me promener sans problème. Il y a des marches pour tous les niveaux, il y a des musées à Reykjavik particulièrement, l'histoire, culture aussi, les Vikings, tout le fondement, tout ça. Fait que c'est vraiment de tout. T'sais, même si on n'est pas un plein airiste à fond, c'est intéressant. Puis si on est urbain, ben Reykjavik, c'est intéressant. Fait il y a vraiment de tout. Photographe, écoute, c'est... Oh mon Dieu! C'est comme le... Oui, c'est dur sur les cartes mémoire, l'Islande. Vraiment. Prévoyez des cartes mémoire. Oui, beaucoup. Puis c'est ça, avec les jeux de lumière créés par la nuit éternelle et les jours éternels aussi, ça fait des spectacles, un peu comme sur cette photo-là, les couchers de soleil incroyables. Donc, allez-y, osez, il y a moyen pour tous les budgets, les horreurs. C'est pas ma photo, malheureusement. Mais vraiment de tout. Puis si vous avez des questions, je veux dire, soit en dessous du live ou bien sur ma page, vous pouvez m'écrire, ça me fait toujours plaisir. Si je n'ai pas déjà répondu dans un article, ben ça m'inspirera peut-être un prochain article pour vous aider qu'on repartagera. Mais vraiment, je vous conseille les fiords. Les sources d'eau chaude, on n'a pas parlé de ça. Oui, apportez votre maillot. C'est vrai, dans le packing, là, apportez vraiment votre maillot. Parce qu'il y a les sources d'eau chaude dans lesquelles on se baigne 365 jours par année. Si vous aimez moins le côté nature parce qu'il fait vraiment froid, là, des fois, de se mettre en maillot puis il n'y a pas d'infrastructure, allez dans les piscines publiques. Les piscines publiques ont tous un peu comme un spa, mais c'est de l'eau chaude naturelle qui est dans le spa. Puis ils se baignent énormément, les Islandais. Et si vous êtes en campeur-van, c'est là que vous allez prendre votre douche dans les piscines publiques. Parce que bon, il faut prendre notre douche avant d'entrer, puis on peut se pouponner. C'est bon à savoir. Ah, on a eu une dernière question, oui. Est-ce qu'on a facilement accès à Internet? Ah, bonne question. Internet, oui. Oui, facilement accès. Ben, on peut facilement acheter une carte SIM pour les téléphones. Il y a du Wi-Fi dans tous les établissements, là, les hôtels, tout, ils ont tous du Wi-Fi. Je dirais qu'il y a des régions où il n'y a pas de réception. Ça dépend si vous quittez un peu, là, vous allez voir qu'à certains moments, ça va couper, mais vous ne serez pas 3 jours sans Internet, à moins de faire un trek là, dans le centre du pays qui n'est pas habité. Mais c'est facile, l'Internet, quand même. C'est un pays qui est très moderne. Mais c'est ça, il ne faut pas avoir, mettons, des livrables au travail à faire à moins d'être à Reykjavik. Le télétravail dans les fjords de l'Ouest, c'est compliqué. Exactement. Ah, ben écoutez, moi, je peux juste vous recommander d'aller vous chercher le guide de Jennifer. Je pense que vous voyez comment elle est passionnée et elle aime cette destination. Donc, elle a mis tout ça dans son livre. Il y a plein de listes au début là, pour vraiment vous cibler ce qu'il ne faut pas manquer, des expériences authentiques, les points de vue exceptionnels. On parlait des chutes, 10 chutes incroyables, des icônes naturelles, les randonnées pédestres, les activités culturelles, des endroits où manger. Bref. Très coloré aussi. Oui, c'est ça. Puis c'est un bon investissement. Il est 16,95 $ canadiens, 12,99 €. Je pense que vous allez vraiment être gagnant. Puis c'est un investissement qui va vous servir pour tout votre séjour. Puis ça vous permet déjà de vous plonger dans la destination avant même de partir. Alors j'espère qu'on a réussi aussi à faire ça un peu ce midi. Puis à vous mettre dans le bain islandais, pas les sources d'eau chaude, mais
Oui, merci Geneviève Merci. de m'avoir accueillie. Merci Jennifer, puis on se reprend très bientôt. Dans 2 semaines, soyez avec nous, on va parler du Québec. Là. C'est la belle période pour se promener dans les régions québécoises. C'est beau à l'année, mais l'été, franchement, on a l'embarras du choix. Donc le 21 juin, on va parler du Québec avec un autre auteur, puis on se reprendra bien vite avec Jennifer. Alors merci beaucoup, puis surveillez les commentaires. On va faire le gagnant du guide dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.